tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monnet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Il dit oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au Black Bloc, enfin beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent? 200. Oui. Beaucoup, et ces gens qui nous 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours. Tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Oui, moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles contre le Gaucho et le Régent. Bon, et puis j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'Agriculture de Chirac, un gars de droite, qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit non, faut pas toucher à ça, etc. J'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit oh là là, on fait le vide sanitaire. Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds des partis politiques européens. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier « On n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus ». Orban, il a raison. De toute façon, c'est fini. Le mur de Maastricht va tomber. Et vous savez pourquoi il va tomber? Parce que le rêve de la fusion des nations, le rêve des élites post-nationales, s'est évanoui dans le cœur des peuples. Il s'est évanoui dans le cœur des peuples parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges. La prospérité, la sécurité, la protection, la puissance. Ils nous ont menti. Ça fait 70 ans qu'ils nous mentent. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ça maintenant? Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que pendant des années, j'ai entendu nos hommes politiques nous expliquer il y a un problème avec l'Europe, c'est une dérive, et on va corriger la dérive. Et puis tout à coup, je suis tombé sur 2 documents. Un qui est la lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, qui lui annonce qu'il a désormais un compte à la Chase Manhattan, et que il y a un premier versement de la Ford Foundation, qui est une correcte transmission de la CIA, $150,000. Et puis après, à son compte personnel, là, sur le compte. Alors, le compte. Alors, une société écran qui s'appelle le Centre de documentation du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Oui. C'est un compte qui arrive, l'argent arrive avenue Foch, c'est son beau-frère. Vous voyez, il y a une boîte à lettres, et là, c'est là que le siège social de cette association, bon, vous avez compris, votre sourire répond. Et alors, ensuite, j'ai découvert 2 choses encore plus incroyables. C'est d'abord la photo de Hallstein en officier instructeur en enseignement du national-socialiste, c'est-à-dire commissaire politique, en 1944, il est nommé. Ça, c'est incroyable. Oui, et donc, en fait, il va être arrêté par les Américains, il va être rééduqué, on dirait aujourd'hui déradicalisé. Déradicalisé, oui. Pour ensuite être, après, quand il a été retourné, il va devenir président de la Commission européenne. Mais avant, il est l'architecte du traité de Rome. C'est-à-dire qu'en fait, et je découvre en remontant le fil, ou en dévidant le fil, qu'en réalité, il a été un des juristes d'Hitler au Capitole en 1938. Il était là
avec Hans Frank, le futur bourreau de la Pologne, et pour définir Das Neue Europa, du ghetto de Varsovie, voilà, oui. Das Neue Europa, et 25 ans après, il va se retrouver autour de la table comme signataire du traité de Rome. Donc en fait, c'est un juriste nazi, et je publie sa carte. Et pourquoi n'a-t-on rien su? Alors, en fait, le filigrane de mon livre, c'est pas le sensationnel, c'est pas ça. Je veux montrer qu'en fait, le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, une Europe sans corps, une Europe sans tête, une Europe sans racines, une Europe sans âme, une Europe sans frontières, un espace sans frontières, comme on dit. Eh bien, le gène déconstructeur de cette Europe était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Et donc, en fait, pourquoi? Tout simplement parce que Monnet, Schuman et Hallstein, les trois pères fondateurs, étaient des hommes fragilisés ou compromis, ou les deux, dans la main des Américains, et que le département d'État américain s'est servi de la guerre froide, a pris prétexte de la guerre froide, pour configurer une Europe à sa main, avec trois éléments: une commission exécutive, surtout pas un État, surtout pas un super-État, surtout pas une superpuissance, surtout pas une puissance, surtout pas une puissance politique, mais une gouvernance acéphale, ce qu'ils appelaient une polyarchie délibérative, on est en plein dedans avec les lobbies, etc. Deuxièmement, un marché annexe pour écouler leur surcapacité productive. Et troisièmement, l'agrégation, je pèse mes mots, ils sont de Dean Acheson, le secrétaire d'État, l'agrégation de ces États européens démantelés à un seul ensemble géopolitique américano-centré, CQFD. Vous pensez que tout ça était complètement et devait nous amener à ce qu'on vit aujourd'hui? C'est simple. Vous savez que les mémoires de Monnet, j'ai découvert que les mémoires de Monnet n'étaient pas de Monnet. Ils ont été commandés par les Américains, inspirés par les Américains, financés par les Américains. Bon, c'est très grave. Bon, en fait, c'est un mensonge tout ça. Mais il se trouve que il y a une phrase écrite de sa main sur le manuscrit, chez le même éditeur que moi, chez Fayard. C'est la dernière. Il dit: ai-je assez fait comprendre que l'unification européenne, la communauté européenne que nous créons, n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il veut pas du tout faire une super-nation. Il veut pas additionner les composantes nationales pour faire un super-État. Pas du tout. Ça, c'est le discours officiel qu'on nous tient avec Giscard, Delors, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Non. Il veut, au contraire, il veut faire un marché planétaire de masse avec une gouvernance mondiale. C'est ça son projet. C'est ça leur projet. Et ça, on nous l'a caché. Et en fait, on continue à nous mentir en nous parlant d'une Europe puissance, alors qu'on fait une Europe impuissance qui est devenue une cible, qui est devenue une proie. Mais quand vous expliquez qu'à aucun moment, ce que vous racontez aujourd'hui, même, je ne parle pas des révélations, je parle du fond, n'ait été au centre des débats de ce qui se passe, puisque ça concerne chaque Français, ça concerne tout le monde. Comment ça se fait que ça a été presque, je dirais, de l'omerta, ça a été une espèce de passage sous la moquette permanent? Tout simplement parce que quand vous n'avez plus la puissance publique, vous avez des puissances privées, légales et illégales, qui obéissent à des allégeances cachées, ce que je montre dans mon livre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de puissance publique. Les élus politiques français, sauf exception, les élus politiques français obéissent à des bureaucraties supranationales qui elles-mêmes obéissent à des allégeances cachées. C'est pour ça que je parle du groupe Bilderberg, très important. Et de tous ces noyaux multinationaux, souvent à base, évidemment, d'entreprises de milieux bancaires et capitalistes, qui en fait veulent détruire les nations, détruire les filiations, détruire les frontières, détruire les États, détruire les législations protectrices des plus pauvres pour avoir un grand marché planétaire. Ça, c'est leur rêve. Avec une gouvernance mondiale. Notez bien l'évolution des mots de Bruxelles. Vous qui êtes un homme de culture, André Berkoff. Regardez, je prends quelques termes. Le glissement sémantique.
gouvernement, maintenant on dit gouvernance. Vous savez d'où vient le mot? Level governance, la banque. Oui. La banque. Oui. Ensuite, etc. peuple, maintenant c'est société civile. Ensuite, territoire, maintenant c'est espace, un espace sans frontières. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mots, loi, maintenant c'est régulation. Vous voyez, donc tous les mots du faute de changer les choses, on change les mots. Oui, on change les mots, mais surtout on a une espèce de machin incroyable qui tourne à vide. D'ailleurs, regardez, vous avez parlé du président chinois. Bon, c'est un sujet que je connais parce que le président de la République a invité le Puy du Fou ce soir à table. Nous sommes parce que les Chinois nous ont appelés en Chine. Oui, pour faire la Grande Muraille. Donc ce soir vous êtes et donc mon fils Nicolas, président du Puy du Fou, sera au dîner de gala, au dîner d'État, à une place de choix, parce que le président Macron considère que le Puy du Fou est un des fleurons français, et les Chinois eux-mêmes ont dit mais nous on veut rencontrer nos amis, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le président de la République qui reçoit le président chinois. Hier, c'était les Italiens, je crois, les Monaco, etc. Et où elle est l'Europe? Comme disait Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone. Alors, il y a Juncker qui sera, j'espère que ça sera le matin pour lui, parce que sinon, ça sera plus difficile. Ah, vous allez avoir un show Juncker. Oui, et donc, donc il va venir, mais il vient à Paris. C'est-à-dire qu'enfin, c'est fini. Enfin, non, mais ce que je veux dire, est-ce que le président chinois a eu l'idée d'aller à Bruxelles? Non. Non, bien sûr. Donc ça veut dire que ça marche pas. Il y a l'Italie, il y a la France, etc. Il y a les nations, c'est tout, voilà. Ouais. Alors l'Europe, franchement, elle est pas très bien partie et encore moins bien arrivée. Philippe de Villiers, on parle toujours de ce livre qui va être en tête des ventes, et ça ne m'étonne pas. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Mais dites-moi, j'ai lu effectivement un certain nombre de réactions, comme toujours, évidemment, avec vous, et avec ceux qui intéressent, évidemment, les pour, les contre, mais on vous a accusé quand même de complotisme. Et effectivement, des fois, je me suis dit, vous parlez de Bilderberg et tout ça, et vous dites, les organismes cachés. Il n'y a pas un côté X-Files dans tout ça, Philippe de Villiers, là, la vérité, seule la vérité est absente, etc. Alors, je vais vous répondre, complotisme. Bon, le mot, il a un sens. Le complotisme, ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes, ce sont des contre-vérités, ce sont des théories. Moi, mon livre, c'est une réponse au complotisme. C'est pas des rumeurs, il y a 111 pages d'archives, dont la plupart sont des archives inédites. Donc, le mot complotisme ne peut pas s'appliquer. Mais je vais plus loin. Ce que j'ai découvert, c'est que l'Union européenne, la construction européenne, depuis 70 ans, elle est ontologiquement conspirationniste. La Ford Connection, vous verrez si vous lisez mon livre, enfin vous l'avez lu, mais je parle aux auditeurs. La Ford Connection, qui est une retransmission de la CIA, c'est tenu au secret. Bilderberg, tenu au secret. La Team Money, tenue au secret. La rue de Martignac, il y a même un jury sous l'escalier, un lawyer américain, futur secrétaire d'État, il rédige les statuts de la CK, le traité de Rome, etc. Et on le planque, faut pas qu'on sache. Et moi, je révèle son nom. George Ball. Et la méthode Monet. Monet dit, il faut l'opacité. Il faut que, on dessoule pas un ivrogne avec un verre de lait, donc il faut que les peuples suivent, et pour qu'ils suivent, on va fabriquer des autorités techniques auxquelles on va donner des attributs de puissance publique, et petit à petit, on va démembrer les puissances publiques sans que personne ne s'en aperçoive. Si c'est pas du conspirationnisme. Et il y a un de ses amis qui s'appelle Pierre Houry, un ancien d'Uriage de Vichy, qui lui donne la panoplie sémantique du futur traité de Rome, et qui dit, nous étions un commando de conjurés, et notre but était de contourner le Quai d'Orsay au lieu de la souveraineté nationale, de la souveraineté nationale. Donc en réalité, les Français ont découvert, et d'ailleurs, la preuve que c'est une conjuration, c'est que dès que vous avez un peuple qui vote de travers, comme par exemple la France en 2005 ou le peuple anglais en ce moment,
on les rattrape. Ah oui, l'histoire du Brexit, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit le peu. Brexit, non mais le Brexit, c'est très simple. 1 million de personnes qui descendent, ah là là, Oui. on veut plus parler du Brexit, on veut un nouveau référendum et C'est tout ça. normal, il y a toute la City, il y a vous vous rendez compte, le grand patronat anglais. Et Sadiq Khan, le maire de Londres, mais etc. oui, mais bien sûr, tous les gens qui ont intérêt à faire venir des immigrés à pas cher pour pouvoir casser les prix de la main-d'œuvre, etc. Voilà, toute cette cette mondialisation financiarisée, etc. Anonyme. Tous ces gens-là, pour eux, c'est décisif de rester dans l'Union européenne pour pouvoir avoir de l'immigration. C'est ça la question aujourd'hui pour les élites post-nationales des deux côtés de la Manche. En fait, le peuple anglais s'est prononcé. Aujourd'hui, de quoi on parle? On dit il faut un deuxième référendum. Ah oui. Vous vous souvenez, en 2005, le peuple français a voté à 55%, et on a eu le traité de Lisbonne. Donc, non, il n'y a pas de complotisme. C'est drôle d'ailleurs. Vous savez, les deux critiques. Je suis frappé par l'indigence, tous ces gens-là. Un gars qui est académicien qui s'appelle Éric Roussel. Je le plains. Dans son livre, il dit pas un mot sur les financements de monnaie. Pas un mot. Vous vous rendez compte, il écrit 1000 pages sur monnaie, pas un mot sur les financements. Vous savez ce que j'ai découvert, moi? J'espère que les auditeurs nous écoutent bien et qu'ils sont assis. J'ai découvert que il y avait des versements secrets de dollars. Chaque mot pèse, chaque mot compte. Des versements secrets de dollars pendant 15 ans. Et pas des petites sommes, s'il vous plaît. Avec des contreparties, c'est-à-dire des opérations d'influence menées par Schuman, Monet, etc., au service des intérêts américains. On va prendre un seul exemple. La France, de la 4e République, développe une filière, l'uranium naturel. Les Américains s'en aperçoivent, donnent mission à Monet, il y a tous les télégrammes, il y a tous les échanges dans mon livre. Donc on dit pas que c'est pas vrai. Ouais. De stopper ça et de créer l'Euratom pour que les Américains puissent garder la maîtrise de la matière fissile. Et donc, en fait, ils donnent l'ordre, je cite, d'entraver la marche vers l'indépendance nucléaire de la France. Ça s'appelle de la haute trahison. Voilà. Mais les dirigeants européens obsédés par la défense d'un système qui ne peut pas marcher, vont précipiter dans le chaos politique ces pays. Alors pourquoi on a une responsabilité. Ils sont pas complètement crétins, on va dire, ils connaissent ces exemples historiques. Pourquoi, à tout prix, veulent-ils maintenir l'euro avec ces politiques que vous nous décrivez comme mortifères? Parce que c'est une religion. C'est devenu une religion, un dogme. Comment voulez-vous qu'une oligarchie qui gagne, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une oligarchie qui a mis la main sur l'Europe. Qui gagne. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez les principales multinationales, les banques, parce que ces plans n'aident pas les pays, ils aident les banques. Et une fois que les banques auront retrouvé leurs biens, les contribuables français et allemands paieront la dette de la Grèce. Les banques, ce que j'appelle ces dirigeants en apesanteur, messieurs Barroso et consorts, qui ne représentent personne, qui n'ont jamais été élus. Hein, plus des dirigeants européens qui sont leurs collaborateurs. Et je pèse mes mots. Cette petite classe... Les dirigeants européens élus. Élus, oui. Qui trahissent leur peuple. Ces dirigeants européens obéissent à ces nouveaux maîtres du monde, qui essorent les peuples, et qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est le continent qui est en train de perdre pied dans la mondialisation. Parce que si ces gens nous préparaient à la mondialisation, s'ils investissaient dans l'avenir, s'ils préparaient la voiture électrique de demain, si l'Europe avait une capacité à aller vers l'avant, mais moi j'y serais favorable. Mais rien, zéro. Grave, en revanche, attendez, c'est quand même assez grave ce que vous dites. En gros, vous accusez la classe politique élue et non élue d'une sorte de gang mafieux au service des banques et des marchés. J'accuse, oui, gravement. Je dis qu'aujourd'hui, ils trahissent leur peuple. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par la conviction et par la démocratie, aujourd'hui, ils veulent le faire par la force. Ce faisant, ils discréditent la politique. Et on voit les niveaux d'abstention. Ils n'écoutent pas leur peuple, ils bafouent le suffrage universel, et, de surcroît, ils discréditent la belle idée européenne. Parce qu'il est évident que dans le monde de demain, l'Europe doit s'organiser. Donc je ne suis pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire, parce qu'on nous caricature toujours, pour la fin de l'Europe. Je dis que ces gens-là, qui tiennent à ce système, parce que l'euro favorise les rentiers, l'euro favorise les grandes multinationales qui échangent entre elles, l'euro favorise outrageusement des banques privées, qui prêtent aux États et qui font un bénéfice, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, sur le taux que leur prête la Banque centrale. Oui, mais vous avez l'air de dire que vous avez l'air de dire que l'élite politique, cette fois-ci, en profite. J'accuse gravement et je dis qu'il s'est passé quelque chose. Non, mais dites comment elle en profite. Elle en profite parce qu'elle vit dans un monde qui n'est plus celui du peuple. Elle vit en apesanteur, elle ne se rend pas compte de la souffrance des peuples.
C'est très facile quand, comme M. Strauss-Kahn, on est entre Washington, Paris, les grands de ce monde. Ce sont la nouvelle noblesse d'État. C'est la nouvelle noblesse d'État. Mais est-ce qu'ils voient que le peuple gronde, que le peuple souffre, et que leur système n'est même pas efficace? Alors c'est facile de demander de la rigueur quand on place des pays dans une situation impossible. Il faut de la rigueur. Moi, je ne suis pas pour pas faire d'économie budgétaire. Il y a des gaspillages, bien sûr. Mais il faut le faire intelligemment. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, et on l'a vu en France, quand au Parlement, M. Roger y était, je pense dans les tribunes, quand au Parlement, pour le plan d'aide à la Grèce, le Parti socialiste et l'UMP se sont décrédibilisés devant le peuple français en votant à l'unanimité quasiment, sauf votre serviteur et quelques autres, un plan d'aide scandaleux, à main levée. Mais est-ce que vous et qu'après, le lendemain, ils votent une rigueur inacceptable. Mais ils sont fous. Ils vont nous précipiter vers un chaos politique. Donc je dis que ces gens-là ont perdu le sens de la mesure. Mais ils ne le font pas. Je pense qu'ils le font, comment vous dire, ils sont sincères pour certains. Ils le font au nom de l'Europe. Mais l'Europe, il faut qu'elle marche. C'est bien de faire au nom de l'Europe, mais il faut qu'il y ait un sens. Donc moi je demande simplement qu'ils regardent, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent d'être prisonniers de cette oligarchie et qu'ils servent les peuples. Et là on construira une Europe solide.